J'ai été libéré un jour plus tôt de l'hôpital. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu mon mari et sa maîtresse, ma nièce, dans notre débarras, mais au lieu de les confronter, j'ai souri et je suis parti sans dire un mot. Mais ensuite j'ai passé un coup de fil. Ils ont supplié, mais il était trop tard. Je m'appelle Isabella, j'ai 30 ans, je suis hôtesse de l'air pour une grande compagnie aérienne. Ce jour-là, le médecin m'a libéré un jour plus tôt que prévu après un accident de voiture sur le chemin de l'aéroport. Mes jambes me faisaient encore mal, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point il serait bon d'être à la maison. J'ai appelé un Uber pour retourner à notre maison de 2 étages dans la banlieue de Denton, au Texas, où mon mari et moi vivions depuis près de 6 ans. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, sans même me reposer, j'ai boité directement vers le cabanon à l'arrière, où j'étais sûr que nous avions encore la vieille béquille que Wesley avait utilisée il y a 4 ans après être tombé dans les escaliers. J'en avais besoin pour me déplacer dans les jours à venir. Le chemin de pierre menant au cabanon était encore humide de la rosée du matin. La porte du cabanon en bois peint en blanc était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, j'ai entendu un bruit étrange. D'abord, le cliquetis d'objets, puis une respiration lourde et saccadée, entrecoupée de rires étouffés. Un frisson parcourut mon échine. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il allait éclater de ma poitrine. Je me penchai, regardant à travers la mince fente de lumière de la porte, et j'ai presque crié. Ce que j'ai vu m'a transpercé comme une lame. Wesley, mon mari, se pressant contre Violet, ma nièce, la fille de mon frère, âgée de seulement 20 ans. Elle se tenait devant lui, s'agrippant à une étagère en bois, tout en souriant. Je n'ai pas osé ouvrir la porte ni me détourner. Je suis juste resté là, la main sur la poignée de la porte, comme si j'étais la fautive. La vue m'a rendu malade, pas seulement à cause de la trahison, mais parce que j'avais autrefois aimé Violet comme une fille. Il y a 3 ans, lorsque Violet a reçu sa lettre d'acceptation à l'université du nord du Texas, je l'avais invitée à vivre avec nous pour faciliter ses trajets, car notre maison était proche du campus. À l'époque, Wesley semblait irrité. Il n'aimait pas les étrangers dans la maison. Mais les choses ont lentement changé. Il a commencé à sourire quand Violet parlait, a même commencé à cuisiner des portions supplémentaires pour le dîner, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Je ne voulais pas y croire. Je me disais que ce n'étaient que les pensées suspicieuses d'une femme trop émotive. Mais maintenant, je ne pouvais plus faire semblant. J'ai reculé, je n'ai pas ouvert la porte, je n'ai pas dit un mot. J'ai décidé de ne pas les confronter. Je ne les laisserai pas me voir comme faible. Je découvrirai tout tranquillement. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne pouvais toujours pas dormir. Tout dans ma tête se rejouait comme un film en boucle. Mais la partie la plus amère n'était pas la scène dans le cabanon, mais une conversation d'il y a quelques jours à peine. J'étais encore à l'hôpital, et Cynthia Morgan, ma meilleure amie de l'université, maintenant avocate, est venue me voir. Elle a apporté des biscuits faits maison dans une boîte de jus, assise à côté de moi comme nous le faisions dans les dortoirs. Je lui ai parlé de mon malaise, de la façon dont Violet me mettait mal à l'aise ces derniers temps, et de la distance grandissante de Wesley. Cynthia m'a regardé, sa voix calme mais ferme. Si tu as des soupçons, n'ignore pas ton instinct. J'ai ri alors, pensant que j'étais paranoïaque. Mais maintenant, j'aimerais l'avoir écouté plus tôt. J'aimerais avoir fait confiance à mes instincts au lieu de faire confiance au bouquet que Wesley apportait chaque matin à l'hôpital. Je ne pouvais pas faire ça seule. J'étais une femme qui croyait autrefois en l'amour, pas une détective. Et je savais que si j'agissais trop tôt, si une seule preuve était découverte, toute chance de les démasquer s'évanouirait. Alors j'ai rappelé Cynthia, non pas pour me plaindre, mais pour poser une question très spécifique. Est-ce que Joseph fait encore du travail en freelance ? Elle a fait une pause de quelques secondes comme si elle avait déjà compris sans avoir besoin de plus d'explications. Puis elle a répondu, il est très discret. Tu le sais. Je lui parlerai 2 jours plus tard. J'ai reçu un email d'une adresse étrange. Pas de signature, juste une courte ligne. Rendez-vous au Lakeview Café à 10 h demain. Seul, je savais que c'était Joseph. Joseph, le mari de Cynthia, était un ancien enquêteur d'assurance qui dirigeait maintenant une petite agence de détectives privée à Fort Worth. Il était calme, observateur et ne laissait jamais les émotions prendre le dessus sur les faits. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Maintenant, lorsque nous nous sommes rencontrés, je lui ai donné ce que j'avais.
Une photo de Violet portant un sweat à capuche de l'Université du Nord du Texas, son emploi du temps autrefois collé sur notre réfrigérateur, et son nom complet. Je n'avais pas besoin de tout savoir. J'avais juste besoin de la vérité. 3 jours plus tard, Joseph m'a envoyé un PDF intitulé simplement Chronologie et incidents de Violet Blake. Je l'ai imprimé, lisant chaque ligne lentement. Violet avait été expulsé de l'Université du Nord du Texas seulement 3 mois après son inscription. La raison étant 2 arrestations pour usage de drogue sur le campus. De plus, Joseph a énuméré plusieurs incidents non officiels, dont 2 allégations de vol de la part de camarades de classe. Une fois pour une paire d'écouteurs, l'autre pour $200 du voisin de bureau qui s'était endormi. Aucune preuve solide, donc l'école avait classé les 2 affaires sans autre enquête. Au bas de l'email, Joseph a écrit une seule ligne. Je suggère de vérifier vos objets personnels, en particulier les petits objets sentimentaux comme les bijoux. J'ai posé les documents, mon cœur battant toujours la chamade. Ce n'était plus un soupçon. C'était une confirmation. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert la boîte à bijoux. Un collier de perles, un cadeau de ma mère, avait disparu. Une paire de boucles d'oreilles et 2 vieilles alliances avaient également disparu. Tout est devenu clair comme la lumière d'un bloc opératoire. Pas seulement une trahison, mais une collusion. Mais je ne pleurais pas. Je laisserai le silence être la chose qu'il ne pourrait jamais prédire. Je n'ai rien dit le lendemain matin. Pas de regards étranges, pas de questions indiscrètes. J'ai placé une cafetière fraîchement préparée sur le comptoir de la cuisine comme tous les jours. J'ai versé une tasse à Wesley, ajouté 2 morceaux de sucre roux, juste comme il l'aimait. Il est descendu, les cheveux encore humides, la chemise blanche déboutonnée. Toujours le mari de nos matins ordinaires, ou du moins il en avait l'air. Il s'est assis, a pris une gorgée et m'a demandé nonchalamment si j'avais bien dormi. J'ai souri, un sourire assez las pour ne pas éveiller les soupçons, et j'ai répondu, ça va, juste un peu fatigué. Je jouais la comédie. Chaque mouvement, chaque expression, chaque mot, soigneusement calibré. Je l'appelais toujours chérie. Je cuisinais toujours les repas, je posais toujours des questions sur ses réunions d'entreprise. La société de gestion d'actifs où Wesley était directeur financier, autrefois notre fierté commune. Mais maintenant, chaque fois qu'il mentionnait des clients VIP, de nouveaux comptes ou des fiducies privées, ces mots semblaient être de la poussière sur une couche de mensonges. Violet ne m'évitait pas non plus. Elle se promenait toujours dans le salon avec son sweat à capuche de l'Université du Nord du Texas, l'école d'où elle avait été renvoyée après 3 mois pour usage de drogue. Chaque matin, elle jetait toujours son sac à dos sur son épaule et sortait comme si elle se rendait en cours. Mais Joseph avait clairement indiqué que ses cours menaient à des bars, à l'appartement de Richard Hawthorne ou, pire, au parking derrière l'immeuble de bureau de Wesley. J'observais les petites choses, comme la façon dont Wesley posait toujours son téléphone face contre table à la maison ou comment Violet fermait sa chambre à clé même pour sortir une minute. Je n'ai pas touché à leurs affaires. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste observé. Je voulais qu'ils pensent que je ne savais rien. Que j'étais toujours naïve, encore endolorie par l'accident, me remettant encore lentement. Mais à l'intérieur, je collectais des fragments, chaque regard détourné, chaque léger frôlement de leurs mains en passant. Chaque fois que Wesley quittait la salle de bain et que Violet y entrait juste après cette nuit-là, j'ai rouvert l'email de Joseph et relu chaque détail. Au bas de ses suggestions, il avait ajouté une autre ligne. Si vous cherchez des preuves financières, vérifiez les dépenses des personnes à charge, les comptes joints ou les transferts de fonds fiduciaires. Quelqu'un comme Wesley ne laissera pas de traces évidentes, mais il laissera des habitudes. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis sous la lampe de bureau, mon cœur étrangement léger. Je pensais autrefois que la vengeance devait être bruyante, dramatique, mais peut-être. Le silence est la lame la plus aiguisée si vous savez où se trouve le tranchant. J'ai commencé par les plus petites choses, le genre de détails qu'une femme typique ne remarquerait jamais, comme la fréquence à laquelle Wesley mentionnait les coups des clients ou le fait qu'il avait récemment ramené son ordinateur portable à la maison sans jamais l'ouvrir pendant que j'étais encore éveillé. Je me suis souvenu des mots de Joseph, ne cherchez pas de grandes preuves. Cherchez de petites habitudes qu'il pense que personne ne remarque. Un soir, Wesley est parti plus tôt que d'habitude, prétextant une réunion tardive avec un nouveau partenaire. Je ne l'ai pas interrogé, j'ai juste hoché la tête et siroté ma tisane à la camomille, comme si j'étais encore fatigué. Dès que la porte s'est fermée, je me suis dirigé directement vers son bureau.
La pièce était froide et parfaitement rangée, de façon suspecte, tous les documents étaient sous clé, mais je n'avais besoin de rien de compliqué. J'ai ouvert le tiroir droit du bureau où Wesley jetait habituellement des reçus ou des brouillons. Et là, c'était un relevé bancaire de Héritage National lié à un compte au nom d'un client que je ne reconnaissais pas, avec un tampon rouge dans le coin indiquant « Frais de traitement de fiducie privée, transfert interne ». Pas de nom d'entreprise, pas de signature, mais le montant indiqué était de 85 000 $, marqué comme « déboursé ». J'ai pris une photo. Puis j'ai vérifié son ordinateur de bureau, pas l'ordinateur portable, mais le vieil ordinateur qu'il utilisait pour des affaires privées. Le mot de passe était toujours notre anniversaire de mariage. Il était trop confiant. Dans un dossier intitulé « Archives 2022 », j'ai trouvé un fil de mail marqué « Privé, ne pas synchroniser avec le serveur ». Un message envoyé à une adresse étrange, ventconsulting@gmail.com. Objet, prochaine allocation selon accord préalable. En pièce jointe, un PDF confirmant un virement de 52 000 $ à une banque locale de Fort Worth. Le destinataire, non pas Violet, mais le nom d'une société d'événements apparemment innocente, VH Events and Consulting. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis assise et j'ai écrit dans mon carnet, VH égale Violet H. Compte client ou façade de blanchiment. Pourquoi des emails non synchronisés? Je me suis souvenu que Wesley avait mentionné une fois que son entreprise avait entrepris un projet de fonds de charité pour un homme d'affaires local. Rétrospectivement, ce fonds de charité aurait pu n'être qu'une façade. Le lendemain, j'ai tout envoyé à Joseph, pas par email. Je l'ai imprimé, scellé dans une enveloppe, placé dans la boîte à gants de ma voiture et lui ai envoyé un texto. Je pense que j'ai trouvé ce dont tu as besoin. Ne renvoie rien. Confirme juste par un appel manqué. 1 heure plus tard, j'ai vu un appel manqué de sa part. 3 heures plus tard, Joseph a envoyé un message crypté. VH et Violet. Le compte est à son nom. La licence commerciale utilise une fausse adresse. Correspond à une unité vacante dans les annonces immobilières de Richard Osborne. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Maintenant, c'était clair. Pas seulement une liaison, pas seulement un vol, mais un détournement de fonds. Systématique, calculé, complice. 3 jours plus tard, Joseph m'a appelé. Pas un texto, pas un email, un vrai appel téléphonique. À 6 heures du matin, alors que Wesley dormait encore profondément à côté de moi, je suis sorti sur le porche, serrant une veste fine. Le vent d'octobre bruissait dans les chênes, ressemblant à des murmures de l'autre côté de la clôture. Je pense que nous avons un autre problème, a commencé Joseph, sa voix comme s'il n'avait pas dormi. Ce n'est pas seulement Wesley, c'est aussi Richard Osborne. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. J'ai examiné plus en profondeur les pistes financières de VH Events. Il y a 2 virements des comptes de la société immobilière de Richard totalisant 130 000 $. Aucune facture de service, aucune raison légitime, et il a fait une pause comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Il y a des photos de Violet entrant et sortant du bureau de Richard la nuit. Pas une fois, plusieurs fois. Parfois, elle ne portait qu'une jupe courte et un blazer. La sécurité de l'immeuble n'a rien enregistré, mais une caméra à un étage inférieur a capturé une image. Je me suis appuyé contre la colonne du porche, plus choqué. Seulement la confirmation froide et lourde de quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps. Tu devrais faire attention. Violet ne manipule pas seulement les sentiments. Elle utilise Wesley comme tremplin et Richard comme façade. Il pourrait y avoir un 3e homme dans ce réseau. Un réseau, ai-je demandé. Je ne peux pas le confirmer, mais il y a un schéma. Créer un faux projet. Demander des fonds, puis disparaître. J'ai déjà vu des femmes comme elle. Ce qui les rend dangereuses, ce n'est pas qu'elles mentent. C'est qu'elles donnent envie aux hommes de les croire. Cet après-midi-là, j'ai commencé à prêter une attention plus particulière aux petits signes autour de Violet. Elle ne m'évitait plus. Au contraire, elle devenait de plus en plus effrontée. Elle a commencé à ramener à la maison des articles chers. Des chaussures Louis Vuitton, des sacs Chanel, un parfum Tom Ford en édition spéciale. Quand j'ai demandé « Où as-tu trouvé l'argent pour tout ça ?», elle a juste souri. Mon petit ami me gâte, ma tante. Ce n'est pas grave, petit ami. Pas de nom, pas Wesley, pas Richard. Juste un terme vague. La façon dont elle a toujours glissé au-delà des limites de la vérité.
Ce soir-là, j'ai rouvert le dossier de Richard Hawthorne. 58 ans, PDG et fondateur du réseau immobilier s'étendant de Wesley à Fort Worth. Veuf depuis 5 ans, pas d'enfant, une fortune personnelle estimée à environ 48 millions de dollars. Un homme de pouvoir, de richesse, et surtout, un homme qui pourrait facilement devenir la proie d'une jeune fille de 20 ans qui savait jouer les naïfs au bon moment. Joseph a envoyé un autre enregistrement. C'était la voix de Richard lors d'un appel avec sa secrétaire. Je veux que cette dépense soit classée dans le fonds de communication comme discuté. Ne posez pas d'autres questions. Violet a fait la proposition. Je fais confiance à sa proposition d'une fille qui n'a pas obtenu son diplôme universitaire, qui n'a pas d'antécédents professionnels. J'ai arrêté l'enregistrement. Juste à ce moment-là, le dernier message de Joseph est arrivé. Si vous voulez que Richard sache la vérité, j'ai un moyen. Mais seulement quand vous serez prête, j'ai regardé dans le jardin où Wesley tondait la pelouse comme le mari parfait. Un masque impeccable. Et Violet. Elle était à l'étage près de la fenêtre, riant au téléphone, faisant tourner un verre à martini en plein jour. Je n'ai rien dit, mais dans mon esprit, chaque lien avait commencé à se connecter. Et je savais que pour les faire tous tomber, j'aurais besoin de plus que de simples preuves. J'aurais besoin d'un plan. Je n'avais pas besoin de rencontrer Richard en personne. Cette nuit-là, je lui ai envoyé un email anonyme avec 4 photos en pièces jointes. Violet en chemise de nuit couleur crème dans le parking de son bureau près de minuit. Une autre d'un reçu de virement de 65 000 $ de son compte interne à VH Events. Une photo de Violet et Wesley quittant le même hôtel à Fort Worth. Et enfin, une ligne du dossier académique de Violet fourni par Joseph. Expulsé pour usage de drogue, soupçonné de vol en résidence universitaire. Objet, je crois que vous êtes un homme intelligent. Protégez votre réputation. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais 2 jours plus tard, Joseph m'a simplement envoyé un message. Richard a pris contact. Il veut coopérer. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bureau au 2e étage d'un vieil immeuble du centre-ville de Wesley. Richard est entré vêtu d'une chemise bleu pâle, le visage visiblement las. Ce n'était plus le PDG puissant, juste un homme confronté à la vérité qu'il avait été utilisé. J'ai été un imbécile, n'est-ce pas, a-t-il dit, laissant tomber sa mallette sur la table, sans attendre de réponse. Elle m'a fait croire que je pouvais aimer à nouveau. Non, elle m'a fait croire que je méritais d'être aimé. Je n'ai rien dit. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et lui ai montré une image fixe de Violet comptant de l'argent dans son Range Rover, capturée par la caméra cachée de Joseph. Je ne veux pas de poursuite judiciaire. Je ne veux pas les médias. Je veux juste qu'elle parte, Richard. Alors laissez-moi vous aider, ai-je dit. Pas avec la force. Avec la vérité, le plan était simple. Richard ferait semblant de partir en voyage d'affaires, laissant Violet utiliser sa voiture, qu'elle traitait déjà comme la sienne. À l'intérieur du véhicule, il a placé un sac Hermès Birkin de 15 000 $ et une enveloppe blanche contenant 5 000 $ en espèces, délibérément laissée sous le siège arrière. Une mini-caméra a été installée dans le porte-lunettes de soleil au-dessus. Elle le prendra, ai-je dit avec confiance. Et quand elle le fera, j'aurai tout. 3 jours plus tard, le plan s'est déroulé exactement comme prévu. Joseph m'a envoyé un clip vidéo de 37 secondes. Violet est entrée dans la voiture, a jeté un coup d'œil autour du parking, s'est penchée sur le siège arrière, a ouvert le sac Hermès, puis a glissé la liasse de billets et quelque chose d'autre non identifiable dans son sac à main. Elle ne savait pas qu'il y avait une caméra haute résolution au-dessus d'elle ou qu'elle laissait des empreintes digitales sur l'enveloppe en dessous. Je tenais la clé USB contenant les images. Pas de colère, juste un calme absolu car ce n'était que la première étape. Cette nuit-là, une fois que tout était en place, je me suis assise seule dans le bureau du 2e étage de notre maison de Danton. La pièce était silencieuse. La lueur ambrée de la lampe de bureau éclairait l'ordinateur portable. J'ai ouvert le clip que Joseph venait d'envoyer. Violet, portant son sweat à capuche de l'Université du Nord du Texas, des leggings gris, tenant le sac et l'enveloppe Hermès, regardait autour d'elle comme si elle jouait à un jeu de vol à la tire, mais son visage n'était plus jeune ni innocent. C'était le visage de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait et croyait que personne n'oserait la toucher. J'ai enregistré la vidéo en 3 exemplaires, en les nommant individuellement. Herma B1 VVTeft Camp 2.mpp4 Prof Audio.m4a. Étape par étape, avec soin. Sans précipitation.
Joseph a également envoyé une copie numérisée de l'empreinte digitale prélevée sur l'enveloppe, correspondant aux données de la tasse de thé que Violet avait utilisée au bureau de Richard. Indéniable. J'ai tout imprimé. Images, vidéos, analyses, et je les ai épinglées sur un tableau en bois comme un détective traçant une toile criminelle. Au centre, la photo de Wesley entourée de rouge. À gauche, une photo de Violet avec du rouge à lèvres encore sur le verre de vin de la fête d'anniversaire de Wesley. À droite, la photo de Richard à côté de relevés bancaires troubles. En haut, la photo de ma mère, en noir et blanc, les yeux tristes, portant le collier de perles maintenant disparu. J'ai regardé le tableau, me demandant combien j'avais négligé simplement parce que je voulais croire en la famille. Le lendemain matin, je suis allé à la banque à Danton et j'ai demandé un relevé complet du compte joint entre Wesley et moi, celui que je n'avais pas touché depuis mon 30e anniversaire. L'employé de banque, une femme d'âge moyen nommée Monica, m'a regardé avec une douce inquiétude et m'a demandé « Jusqu'à quand souhaitez-vous remonter ?» 3 ans. Il y aura des frais. Ce n'est pas grave. Quand le dossier épais a été posé devant moi, mon cœur s'est serré. Retrait d'espèces, virement sur des comptes anonymes, achat dans une boutique à Fort Worth, réservation d'hôtel à Austin, une voiture de sport d'occasion immatriculée au nom de VH Events, la société dont Violet était la directrice nominale. J'ai photographié chaque page, enregistré chaque ligne. Quand je suis sorti de cette banque, je n'étais plus une femme pleurant une trahison. J'étais quelqu'un avec un plan, un but et des preuves. Cette nuit-là, j'ai appelé Joseph et je n'ai dit qu'une seule phrase. Nous sommes sur le point de commencer l'acte 2. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Cynthia dans un petit café près du palais de justice du comté de Danton. Les vitres reflétaient la lumière du soleil, le bourdonnement de la machine à expresso se mêlant au doux cliquetis des claviers. J'ai choisi un coin à l'arrière, le dos au mur, pour pouvoir tout observer. Cynthia est arrivée avec une mallette en cuir marron. Elle n'a pas demandé « ça va », comme une amie normale. Elle m'a juste regardé, sérieuse, comme une avocate sur le point de prendre en charge une affaire importante. J'ai étalé les relevés bancaires et la clé USB contenant les images de Violet volant le sac et l'argent Hermès. Elle a parcouru chaque page, ses yeux se plissant à chaque chiffre, chaque tampon d'encre. Lorsqu'elle est arrivée aux transactions de VH Events, elle a fait une pause, tapotant son doigt sur la table. C'est une fraude financière claire. Dallas ne fait pas que tricher. Il utilise sa position de directeur financier pour détourner les fonds des clients. Si l'entreprise le découvre, il perdra tout et ira peut-être en prison. Je n'ai rien dit. Je sirotais mon café noir, laissant l'amertume enrober ma langue. Cynthia a poursuivi, vous avez 2 options. La première, apporter ce dossier directement à l'entreprise, le faire licencier et le dénoncer à la police. La deuxième, nous le gardons, nous l'utilisons comme moyen de pression pour le forcer à céder les actifs et à renoncer à tout contrôle financier dans le mariage. Si vous choisissez la deuxième, je préparerai les conditions de divorce les plus favorables pour vous. Je l'ai regardé, ma voix calme. Je ne veux pas de son argent. Je veux juste en finir proprement et le laisser se détruire avec ses propres choix. Cynthia a hoché la tête. Puis, sans un mot, elle a sorti un formulaire de sa mallette et l'a glissé vers moi. Requête préliminaire de divorce, tribunal du comté de Danton. Un projet de requête, a-t-elle expliqué. Nous ne le déposerons pas encore, mais le fait de l'avoir prêt vous donne le contrôle. Je demanderai également un audit des comptes matrimoniaux. De cette façon, lorsque la fraude de Dallas sera révélée, vous aurez des motifs légaux pour séparer votre part. Il ne pourra pas utiliser votre nom pour blanchir de l'argent ou transférer des dettes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai signé la case marquée « Signature du client ». Ma main tremblait légèrement, non pas de peur, mais parce que pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de tenir les rênes. En quittant le café, Cynthia s'est retournée vers moi, la voix ferme. « Isabella, sois prudente. Dallas n'est pas du genre à accepter facilement la défaite. Plus il perdra, plus il deviendra dangereux. Mais cette fois, tu as Joseph, et tu as la vérité. » Je suis sorti dans la rue. Le coucher de soleil dorait les immeubles bas. Dans mon sac à main, le dossier de divorce et la clé USB pesaient comme du plomb, mais à l'intérieur, je me sentais plus légère. Parce que je savais que le jeu avait changé. Depuis le soir où j'ai rencontré Cynthia, Wesley a commencé à changer. Il n'était plus insouciant. Il est devenu irritable, agité.
J'ai remarqué comment il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule chaque fois qu'il quittait le bureau, verrouillant même la voiture 2 fois chaque fois qu'il se garait devant la maison. Une nuit, il est resté éveillé toute la nuit, assis seul dans son bureau privé, les mains dans les cheveux, vérifiant à plusieurs reprises son téléphone sans passer d'appel. Une fois, j'ai fait semblant de passer, lui apportant une tasse de thé. Il a sursauté, fermant brusquement son ordinateur portable, me regardant comme pour me demander silencieusement « As-tu vu quelque chose ?» J'ai souri doucement, posé la tasse sur son bureau et dit « Tu as trop travaillé. Si tu t'évanouis à nouveau comme la dernière fois, je ne saurais pas comment gérer ça. » Il n'a rien dit, ses yeux me suivant alors que je sortais de la pièce. J'ai su alors qu'une fissure avait commencé à se former dans son esprit. Le lendemain, Wesley a passé plusieurs appels frénétiques, la voix pressante, marmonnant des phrases comme « Efface tout. Je t'avais dit d'utiliser un autre canal. Assure-toi que personne ne peut le retracer. » Je suis resté dans la cuisine en faisant semblant de faire la vaisselle, les oreilles tendues. Après son appel, il est entré et a demandé directement « Quelqu'un n'est-il venu à la maison récemment? Des étrangers? Peut-être quelqu'un de la compagnie d'assurance. » Je me suis essuyé les mains, me suis retourné vers lui avec un hochement de tête perplexe. Non. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Wesley a serré les lèvres, les yeux méfiants, puis a détourné le regard. Non, juste, j'ai l'impression que quelqu'un me surveille ces derniers temps. J'ai feint la surprise, écarquillant les yeux. Surveiller à Danton? Tu es sûr? Il n'a pas répondu, il a juste regardé silencieusement par la fenêtre, les épaules tendues comme des fils. Cette nuit-là, j'ai entendu la porte de son bureau s'ouvrir et se fermer encore et encore. Wesley faisait les 100 pas, puis a sorti une petite valise du placard et a commencé à y fourrer des dossiers et un carnet en cuir noir. Je suis resté dans l'escalier dans le noir, à regarder. Il ne savait pas que j'étais là. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu Wesley non pas comme l'homme confiant et puissant qu'il prétendait être, mais comme un petit criminel, couvrant désespérément ses traces. Je me suis retourné tranquillement et suis retourné dans notre chambre, j'ai tiré la couverture sur ma poitrine et je suis resté immobile. Quand il est revenu, le visage crispé. J'ai gardé les yeux fermés, respirant régulièrement comme la femme innocente qu'il croyait que j'étais. Il est resté là quelques secondes, à me regarder. Je n'ai pas bougé. Dans l'obscurité, j'ai souri, non pas de joie, mais parce que je savais qu'il était en train de sombrer, et je restais le mur silencieux qu'il ne pourrait jamais lire. Joseph a organisé une rencontre avec moi dans une voiture garée au sous-sol d'un immeuble de bureau à Wesley. L'éclairage au néon tamisé au-dessus rendait toute la scène plus tendue. Sur la banquette arrière était assise une femme d'une trentaine d'années, les cheveux soigneusement attachés, des lunettes à monture noire. Joseph l'a présentée. C'est Amanda Clark, l'assistante administrative de Wesley. Elle travaillait auparavant dans l'audit. Maintenant, elle est au RH. Amanda a accepté d'aider parce qu'elle a vu des choses qui ne lui semblaient pas correctes. Amanda a hoché la tête et m'a tendu une carte d'accès de rechange. Elle ne nous permet que d'accéder à l'étage des bureaux partagés. Les vrais fichiers se trouvent dans le système privé de Wesley, mais je sais comment y entrer cette nuit-là. Je portais un jean foncé, une veste noire, les cheveux rentrés dans un bonnet. Nous nous sommes déplacés silencieusement dans le bâtiment, en passant la carte. Tout était trop calme. Seul le bourdonnement de la climatisation et la douce lueur des panneaux LED. Amanda nous a conduits au bureau de Wesley. Il était fermé à clé, mais Joseph avait un jeu de crochetage compact. En quelques secondes, la porte s'est ouverte. À l'intérieur, le bureau était d'une propreté suspecte. Une eau de colonne masculine familière flottait dans l'air. Amanda s'est assise à son bureau, a allumé l'ordinateur et a commencé à taper le mot de passe. Sans succès. Elle a réessayé, puis une troisième fois. J'ai retenu mon souffle. Attends, a chuchoté Amanda, les yeux s'illuminant. C'est toujours votre date de mariage. L'écran s'est allumé, j'ai serré les poings. Une part de chagrin, une part d'amusement macabre. Le jour de mon mariage était devenu le mot de passe de ces crimes. Dans le dossier des rapports clients restreints, Amanda a ouvert fichier après fichier. Joseph a inséré une clé USB et a commencé à tout copier. Et puis nous l'avons trouvé. Un plan de retrait détaillé. Le chiffre était limpide. 400 000 $. Les fonds étaient répartis, acheminés par le biais de plusieurs comptes fiduciaires,
et finalement versé à VH Events and Consulting. J'ai regardé l'écran, mon cœur battant la chamade. Dans un coin se trouvait un email que Wesley avait envoyé il y a 3 jours. Violet, prépare-toi. Après le déboursement, nous aurons assez pour quitter Danton. Personne ne pourra le retracer. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire amer, à bout de souffle. Wesley se croyait malin, mais il venait de signer sa propre sentence. Joseph a tout sauvegardé, email, plan, transaction. Amanda a imprimé des relevés internes et les a glissés dans son sac. En quittant le bureau, j'ai jeté un dernier regard en arrière. C'était la pièce dont Wesley se vantait autrefois, en disant « Notre avenir commence ici ». Maintenant, ce n'était plus qu'une scène de crime. Sur le chemin du retour, Joseph a simplement dit « C'est suffisant ». Avec 400 000 $, la police ne se contentera pas d'enquêter, elle classera l'affaire. Wesley n'a aucune issue. J'ai hoché la tête, les yeux fixés sur la vitre de la voiture, regardant les lampadaires se fondre dans le néant. Pas à cause des larmes, mais parce que pour la première fois, j'ai vu clairement que le traître était en train de se noyer, et tout ce que j'avais à faire était de garder les preuves allumées. 3 jours plus tard, la maison de Danton semblait plus paisible que jamais. Wesley est rentré tard du travail, le visage pâle, la cravate desserrée, les yeux cernés. J'ai quand même mis la table comme d'habitude, j'ai même choisi son vin préféré. Chaque détail était délibéré. Le dîner ressemblait à une scène, et j'en étais la metteur en scène. Il s'est assis avec un soupir, espérant peut-être une soirée tranquille. Je l'ai laissé couper son steak avant de poser une enveloppe épaisse devant lui. Wesley s'est figé, son couteau cliquetant contre l'assiette. « Voudrais-tu manger d'abord ou jeter un coup d'œil » ai-je demandé, mon ton d'une calme déconcertant. Hésitant, il a tiré l'enveloppe vers lui. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires, le plan de retrait et l'email qu'il avait envoyé à Violet. Quand il a atteint la ligne, après le déboursement, nous aurons assez pour quitter Danton. Son visage est devenu blanc. Il s'est levé d'un bond, essayant de maîtriser sa voix. Isabella, tu ne comprends pas. Ce n'est qu'une réaffectation temporaire. Chaque directeur financier doit gérer les flux de trésorerie comme ça. J'ai laissé échapper un rire sec et amer. Flux de trésorerie, 400 000 $ dans une société écran nommée d'après Violet. Penses-tu que la police appellera ça une réaffectation? Ou l'appelleront-ils détournement de fonds, fraude et complot criminel? Wesley s'est avancé vers moi, la voix s'élevant de désespoir. C'était une erreur. Violet, elle m'a séduit. J'ai été trompé. Nous pouvons arranger ça. Reste silencieuse, s'il te plaît. Je l'ai regardé, la voix basse mais tranchante comme une lame. Je te donne 2 options. La première, tu vas à la police et tu avoues. Je resterai en dehors de ça. Il pourrait faire preuve de clémence. La deuxième, je livre tout et tu ne perdras pas seulement ta carrière. Tu perdras ta liberté. J'ai fini de te protéger, Wesley. C'est ton choix. Le silence est tombé comme un poids. Wesley s'est affalé sur sa chaise, les mains tremblantes, renversant son verre de vin rouge. Il s'est répandu sur la table comme un sang lent. Il a chuchoté, la voix brisée. Je vais tout perdre. Je me suis levé, je l'ai regardé de haut, mes yeux froids. Tu m'as perdu il y a longtemps. Ce qui reste, c'est ton problème. À ce moment-là, je l'ai vu clairement. Le pouvoir avait changé de camp. L'homme qui croyait autrefois tout contrôler était maintenant assis comme un prisonnier attendant son jugement. Et moi, la trahi, je tenais le verdict final. Dans les jours qui ont suivi notre confrontation, Wesley n'était plus que l'ombre de lui-même. Plus de costume sur mesure, plus de vantardise suffisante sur notre avenir, juste un homme hanté qui se noyait dans l'alcool dans le salon, les yeux injectés de sang fixant le vide. J'ai calmement mis la table, préparé du thé, sans jamais plus mentionner l'enveloppe. Mon silence était la corde qui se resserrait autour de lui. Violet était différente. Elle entrait toujours en souriant, mais ses yeux lançaient des regards nerveux. Une nuit, alors que je descendais, je l'ai entendu chuchoter frénétiquement à Wesley dans le cabanon. Tu dois faire quelque chose. Si elle sait, si elle a des preuves, nous sommes finis. Tu avais dit que tout était en sécurité. Wesley a répondu sèchement, la voix brisée. Elle a tout, Violet. Tu crois que je ne le sais pas, les emails, les comptes, le plan d'évasion, tout.
C'est entre ses mains. Violet s'est figée, son expression passant du choc à la panique. Elle a frappé du poing sur l'étagère en bois, criant « Pas question. Tu l'as laissé tout contrôler. Tu m'avais dit que c'était sous contrôle. » Je suis resté dans l'escalier, à écouter, mais je ne suis pas entré. Je suis simplement retourné sur mes pas, tranquillement, en fermant la porte, les laissant sombrer dans leur propre panique. Dans les jours qui ont suivi, Joseph a rapporté l'agitation de Violet. Elle liquide les objets que Richard lui a donnés, elle retire même de l'argent des comptes de Wesley. J'ai hoché la tête, sans surprise. Tout cela faisait partie du plan. Un double piège. Wesley se noyant dans la peur. Violet s'exposant en essayant de fuir. Chaque nuit, je m'asseyais dans le bureau et je regardais à nouveau les images que Joseph avait envoyées. Violet cachant le sac Hermès dans le coffre. Violet se faufilant autour de Richard, Wesley regardant fixement une bouteille vide. Je ne pleurais plus. Il n'y avait qu'une froideur calme comme un médecin observant la maladie d'un patient enfin se manifester après des mois de déni. Et à la tombée de la nuit, j'ai réalisé que ce jeu n'était plus le leur. Tout était entre mes mains. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de supplier. Je n'avais besoin que de silence et de patience. Le lundi matin, Joseph m'a appelé de l'extérieur du poste de police de Danton. Sa voix est sortie du haut-parleur, brève et calme. Il est entré seul avec un avocat. Je n'ai pas eu besoin de poser d'autres questions. Wesley avait choisi le moindre des deux mots. Avouer avant que je ne rende tout public. Son avocat négociant une négociation de peine, il a avoué avoir détourné 400 000 $, acceptant de restituer partiellement les fonds à l'entreprise en échange d'une peine réduite. Mais cela signifiait aussi une chose. La porte de sa carrière s'était refermée pour de bon. Le même après-midi, la police est venue frapper. J'ai ouvert la porte calmement et je les ai dirigés vers le cabanon où Violet se cachait souvent. Elle a été emmenée pour interrogatoire, le visage pâle, criant encore « Elle m'a piégé ». C'est un coup monté. Mais les preuves que Joseph et Richard avaient fournies étaient suffisantes pour ouvrir une affaire formelle. Des images de Violet prenant le sac Hermès, le retrait bancaire de 5 000 $ et des rapports disciplinaires passés de l'Université du Nord du Texas. Elle n'a pas été détenue sur le champ, mais une ordonnance restrictive a été émise et elle a été forcée de remettre son passeport. Wesley était assis dans la salle d'interrogatoire, la tête baissée, les mains tremblantes alors qu'il signait les aveux. Il savait qu'il risquait au moins 6 ans de prison. Je ne suis pas allé au tribunal ce jour-là. J'ai seulement reçu un court message de sa part. Je suis désolé. Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu parce que les excuses ne signifiaient plus rien. Quant à Violet, après avoir quitté le poste, elle a essayé de me contacter. Des dizaines d'appels. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Madame Margaret Ellis arroser ses fleurs de l'autre côté de la rue. Elle a levé les yeux, a croisé mon regard et m'a fait un léger signe de tête, comme pour confirmer qu'il était temps pour moi d'arrêter d'avoir peur et de laisser la justice parler d'elle-même. Le jour de l'audience préliminaire, une pluie fine tombait sur Danton. Je portais un manteau sombre et je me suis assise au dernier rang avec Cynthia et Joseph. La salle d'audience 3 était bondée. Des journalistes locaux à quelques-uns des anciens clients de Wesley, leurs visages tendus de colère pour la confiance qu'ils lui avaient autrefois accordée. Wesley est entré menotté, vêtu d'un costume gris froissé au lieu de son allure habituelle. Il n'a pas regardé autour de lui, il a juste gardé la tête basse. Les épaules légèrement tremblantes, son avocat a soumis la négociation de peine. Wesley a avoué le détournement complet de 400 000 $ et a accepté d'indemniser l'entreprise en vendant des biens personnels, y compris ses parts minoritaires. Le juge a lu la sentence à haute voix, 6 ans de prison. Wesley a cligné des yeux mais n'a pas réagi. Je l'ai regardé une dernière fois, sans colère, sans tristesse, juste du vide. Puis ce fut le tour de Violet. Elle est entrée dans la salle d'audience, le visage pâle, mais essayant toujours de paraître calme. Le procureur a présenté l'affaire, des images de surveillance la montrant en train de voler le sac Hermès, des relevés financiers, des témoignages de Richard et de Joseph. À cela s'ajoutait son passé, ses arrestations antérieures pour usage de drogue et 2 allégations de vol de la part de camarades de classe. Non prouvé à l'époque, mais maintenant un schéma accablant. La voix du juge a baissé, les yeux froids. Madame Violet Blake, sur la base des preuves présentées, ce tribunal vous accuse de vol répété et de fraude financière.
Vous serez placé en détention provisoire en attendant le procès formel. Peine recommandée, 2 ans d'emprisonnement et une indemnisation civile à Madame Isabella Carter et à Monsieur Richard Osborne. Violet s'est effondré en criant de désespoir, « Non, c'est un complot. Ils m'ont piégé. Je suis jeune. J'ai un avenir. » Mais sa voix a été noyée par le marteau du juge résonnant dans la salle. À la fin du procès, Cynthia m'a serré la main et a souri. « C'est fini. Tu es libre maintenant. » J'ai pris une profonde inspiration, ma poitrine légère pour la première fois depuis des mois. Plus d'alliance. Plus de mari traître. Plus de nièce trompeuse sous mon toit. Je suis sorti du palais de justice sous la douce bruine. Mais pour moi, c'était comme si le soleil perçait. Un mois après le procès, la maison de 2 étages à Danton, autrefois mon sanctuaire, a été mise en vente. Je me souviens de cette dernière matinée là-bas, debout dans le salon, regardant la lumière du soleil se déverser à travers la vitre, illuminant de minuscules grains de poussière. Les souvenirs affluaient. Les dîners de famille, les nuits où j'attendais le retour tardif de Wesley, et le moment horrible où j'ai regardé par la porte du cabanon. Mais maintenant, tout cela semblait être le décor délavé d'une pièce qui s'était terminée. J'ai signé le contrat avec le courtier, j'ai pris le chèque et je n'ai jamais regardé en arrière. Une partie de l'argent de la vente de la maison, je l'ai utilisé pour indemniser les clients que Wesley avait escroqués. Je n'étais pas obligé, mais pour moi, c'était une façon de clore le chapitre avec dignité. Comme panser une blessure au lieu de la laisser saigner. En écrivant chaque chèque, j'avais l'impression de couper les derniers fils qui me liaient à cet homme. J'ai choisi Seattle comme nouvelle maison, une ville où il pleut presque toute l'année, mais aussi un endroit où ceux qui sont tombés peuvent recommencer. J'ai loué un petit appartement avec vue sur Elliott Bay. Le matin, j'écoutais les vagues clapoter contre le quai, l'odeur du café torréfié flottant dans l'air. Rien de luxueux, mais paisible. Le genre de paix que j'avais tant désiré. Un soir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé la première ligne d'un nouveau journal. Je ne suis plus la femme de Wesley, plus une ombre trahie. Je suis moi-même, une femme qui a émergé des ruines, mais qui a encore la force de reconstruire. Les mots étaient simples, mais pour moi, ils ressemblaient à un vœu. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis penché en arrière, écoutant la pluie taper doucement sur la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans me forcer. 3 mois après m'être installé à Seattle, un ami m'a remis en contact avec un groupe de podcasts indépendants. Ils m'ont invité à participer à un épisode spécial de Histoire de famille brisée, une émission où des femmes de tous horizons partagent leurs expériences vécues pour s'autonomiser. Au début, j'ai hésité. Je n'étais pas sûr d'être prête à rouvrir de vieilles blessures. Mais une nuit, en regardant le collier de perles que j'avais récupéré, le symbole de la confiance autrefois volée, j'ai su que je devais parler. Pas pour Wesley, pas pour Violet, mais pour moi et pour les femmes qui souffrent encore en silence. Le jour de l'enregistrement, je me suis assise dans un petit studio, un microphone devant moi. Quand la lumière rouge s'est allumée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé, « Je m'appelle Isabella. » J'ai cru un jour que le mariage était l'endroit le plus sûr. J'avais tort. L'homme en qui j'avais le plus confiance m'a trahi, et la nièce que j'ai élevée comme une fille m'a utilisé. J'ai beaucoup perdu. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose, moi-même. J'ai raconté chaque chapitre. De ma position à la porte du cabanon, entendant des halètements et des rires, à la vue de Wesley au tribunal, à la signature de la vente de la maison et à mon nouveau départ à Seattle. Je n'ai pas caché l'amertume. Je n'ai pas enjolivé la fin. J'ai laissé la vérité parler crûment et sans phare. L'animateur a fait une pause, puis a demandé, « Si vous pouviez envoyer un message aux femmes qui écoutent, que diriez-vous » J'ai souri, les yeux brillants mais la voix ferme. Ne restez pas silencieuse. Ne croyez pas que la souffrance préserve l'amour ou la famille. Le silence ne vous coûte que plus de temps, plus de sang et plus de larmes. Faites confiance à votre intuition. Et quand tout s'effondre, souvenez-vous, vous êtes votre refuge le plus sûr. Le podcast a été diffusé une semaine plus tard. J'ai été surprise lorsque ma boîte de réception a débordé de messages de tout le pays. Des femmes du Texas, de Floride, de New York, disant que mon histoire faisait écho à la leur, qu'elles se sentaient moins seules. Un matin, je me suis assise près de la fenêtre de mon appartement de Seattle, le café fumant à côté de moi, écoutant ma voix dans le podcast. Dehors, la pluie tapait doucement sur la rambarde en métal.
J'ai chuchoté doucement comme pour moi-même. Enfin, je suis libre. C'était mon parcours, d'une femme trahie, une femme qui pensait avoir tout perdu à quelqu'un qui a retrouvé sa voix, sa justice et sa liberté. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez la partager avec une femme que vous aimez. Cliquez sur j'aime pour soutenir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et commentez ci-dessous. D'où regardez-vous? J'aimerais savoir où notre histoire arrive. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Rendez-vous dans le prochain chapitre où la vérité, la douleur et la guérison ont toujours une voix.